Au début, je me disais, il y a une minorité de policiers qui jettent l'opprobre sur toute la police nationale. C'est scandaleux. Et c'est même pas ça le problème. Le problème est beaucoup plus profond. C'est les politiques qui nous dirigent et les gens qui dirigent la police nationale, qui sont les plus dangereux et qui jettent et qui permettent ces dérapages. Attends, pause. C'est quoi le Crime Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil. Aujourd'hui, on est avec Alexandre Langlois. Bonjour Alexandre Langlois. Bonjour, bonne année, meilleurs vœux. On profite en ce début d'année. Bonne année à toi aussi. Alexandre Langlois, tu es secrétaire général du syndicat Vigipolice. Exactement. Je voulais commencer avec une question assez simple. Quel est l'état de la police aujourd'hui ? La police va mal. Voilà, l'État est pas très brillant au niveau de l'institution. Parce que je vais faire deux distinctions. Il y a la distinction des policiers qui sont très engagés, qui veulent faire leur travail correctement et qui en sont empêchés. Et par contre, elle va très mal parce que nous sommes dirigés par des politiques qui ne comprennent pas ce qu'on doit faire ou qui comprennent trop bien et qui ne veulent pas qu'on le fasse. Donc il y a un malaise très profond dans la police. Moi, je veux la quitter, donc là on verra comment ça se termine, mais il y a de nombreux collègues qui ont demandé à quitter la police aussi cette année, avec des demandes de rupture conventionnelle qui n'aboutissent pas malheureusement, des collègues qui voulaient la quitter, mais avec la crise Covid, qui ont dit on va quand même rester parce que ça assure les fins de mois en attendant de pouvoir se recycler dans d'autres professions. Les suicides restent stables après avoir augmenté sous Monsieur Castaner, donc il y a un profond malaise. Les policiers ne sont pas tellement aimés de la population parce qu'on nous fait faire n'importe quoi, et même quand on est blessé en service, je pense à mon collègue CRS qui a été molesté par des manifestants et qui s'est fait défoncer la mâchoire. Même sur ça, une fois que le ministre a pris ses photos auprès de notre collègue, il a dit, le chirurgien dentiste qui devait l'opérer, a dit tant que le ministère n'a pas fait le chèque, je ne l'opère pas parce que vous payez jamais. Donc c'est-à-dire que même pour les gens qui sont blessés en mission, etc., là, il n'y a aucun soutien une fois que la communication politique est passée. Donc à partir de là, la police va mal. Il y a aussi un grave clivage avec des syndicats majoritaires qui sont les interlocuteurs privilégiés du ministère, qui ont été quasiment choisis, je veux dire, avec un procès pour fraude aux élections professionnelles qui est toujours en cours. Okay. Et résultat des courses, il y a une déconnexion avec ce que les collègues de la base demandent, en fait, des moyens de travailler, des moyens d'être respectés et des moyens de pouvoir faire leur travail convenablement. Je vais donner une image assez marquante pour montrer, il y a une vingtaine d'années, entre 20 et 30 ans, quand on rentrait en uniforme chez soi, les gens du quartier étaient contents et il y avait une fierté de rentrer en uniforme sans risque. Aujourd'hui, si quelqu'un rentre en uniforme chez lui, il est sûr d'avoir des difficultés parce que l'image de la police est tellement dégradée dans tous les milieux, même des gens qui appréciaient la police avec ce qui s'est passé ne l'apprécient plus. Donc il y a cet amalgame, cette décrédibilisation de la police alors qu'on en a besoin. Donc la police va mal, il y a ce côté, on est rentré pour défendre des valeurs et on nous demande de faire de la répression politique. Combien de suicides par an dans la police ? En moyenne, 1 par semaine, et il y avait eu un pic sous M. Castaner avec quasiment 60, où il nous avait proposé un numéro vert. M. Darmanin a dit que ce n'était pas suffisant, qu'il allait prendre le double de mesures, donc on a eu un deuxième numéro vert. Qui ne sert à pas grand-chose. Qui ne sert à rien du tout, parce qu'effectivement, il y a des études qui ont été faites et qui ont marché sur des collègues de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la police québécoise, où ils ont un suivi psychologique, des groupes de parole, etc. Chez nous, on nous a dit, si vous n'allez pas bien, appelez le numéro vert. Sauf qu'on ne va pas bien, on n'appelle pas le numéro vert. Donc en fait, il y a des gens qui s'engraissent avec des centres d'appel sur les numéros verts. D'ailleurs, ce gouvernement est un spécialiste de mettre des numéros verts. Il faudrait faire un moment un arbre de Noël avec tous les numéros. Et résultat des courses, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Le taux de suicide reste pareil. Il n'y a pas plus de suivi psychologique parce qu'on nous incite à pas l'utiliser, en nous disant si jamais vous allez voir un psychologue, pensez que vos collègues ils seront des heures supplémentaires, ils n'auront pas des dossiers suivis, il y aura des victimes. Et donc en fait, ils jouent sur le psychologique du policier et sa volonté de servir pour le dissuader d'utiliser ce dispositif pour protéger sa santé. Ce qui fait qu'il y a des burn-out, ce qui fait qu'il y a des suicides, avec quelque chose de très particulier sur le suicide des policiers, parce que malheureusement le suicide est un mal français, c'est la première cause de mort violente en France, plus de 10 000 suicides par an. La police nationale avec une exception encore, avec un taux de suicide par profession le plus élevé de France, mais la deuxième exception, c'est que les gens qui suicident ont en général moins de 25 ans ou plus de 65 ans. Dans la police, c'est que des gens autour de la quarantaine en grande majorité. Il y a des gens qui sont en pleine ascension professionnelle, qui ont des familles qui devraient être équilibrées et qui devraient être la période de leur vie où ils ne se suicident pas. Et du coup, c'est le moment où ils se disent on est désespéré, ça fait 10 ou 15 ans qu'on est dans la police, on a tout perdu parce que la police nous a tout pris et même notre métier, le sens de notre métier, on ne l'a plus. Et ils sont tellement désespérés qu'ils ne savent plus quoi faire. Donc c'est un mal profond et ça n'a rien arrangé ces dernières années. Quitter la police alors que tu étais dans un syndicat de police, est-ce que c'est un aveu d'impuissance ?
aujourd'hui? C'est un aveu d'impuissance? Non, c'est une volonté de continuer justement pour pas tomber dans l'impuissance. Parce que moi je m'étais engagé dans la police pour défendre les libertés individuelles et l'intérêt général. Je me suis engagé au syndicat quand j'ai vu qu'il y avait des graves dysfonctionnements au sein de la police nationale. En plus à la base c'est parti d'une bêtise de l'administration. J'étais dans un service de renseignement au 21e siècle, on n'avait pas de téléphone portable. Et j'ai dit mais c'est pas possible, les gens ne nous appellent pas sur des lignes fixes quoi. Voilà, et on avait des PC d'un autre âge. Et donc c'est comme ça que je suis devenu syndicaliste, parce que je voulais juste avoir les moyens de bosser. Voilà, j'avais travaillé dans le privé, quand j'étais dans le privé, mon employeur n'avait qu'une envie, c'est que je puisse remplir mes missions le mieux possible pour son intérêt, pour rentrer de l'argent. Donc j'espérais que l'État, pour son intérêt, donc de mes missions, c'était pas de rentrer de l'argent, c'était de garantir la sécurité des citoyens. C'était pas le cas. Le syndicat m'a permis d'obtenir des téléphones portables et des petits trucs qui semblent anodins. Mais par exemple, j'avais un collègue dans mon service qui a failli se retrouver en garde à vue parce que faute de téléphone portable fourni par l'administration, il utilisait le sien. Sauf qu'un jour, des fois dans les services de renseignement, on a des contacts qui sont pas toujours clairs sans qu'on le sache, et un de ces contacts s'est retrouvé en garde à vue pour trafic de stupes. Et on a cru que c'était un ripou. Alors donc il a dû expliquer, je n'avais pas les moyens de travailler, je n'avais pas les trucs, donc j'ai utilisé, et à partir de là, plus personne n'a voulu l'utiliser, le téléphone portable, parce que ça a des risques derrière. Donc c'est comme ça que je suis devenu syndicaliste. Et donc aujourd'hui, j'avais dit qu'un jour, si jamais on ne peut plus réformer la police de l'intérieur, je quitterai la police, pas par aveu d'impuissance, mais par me dire que donc c'est plus possible de cette façon-là, ça sert à rien d'être Don Quichotte et de se battre contre les moulins à vent, trouvons une nouvelle façon de continuer le combat qui me tient à cœur, défendre les libertés individuelles et l'intérêt général, et pour ça, il faut s'extraire de la police, parce que la police a un moyen de pression par des conseils de discipline, des sanctions disciplinaires, couper les salaires, briser l'effet familial. Donc tant qu'il y a des artifices et des moyens de résistance en interne, c'est possible. Et là, ce qui a fait basculer la chose définitivement, c'est la loi sécurité globale qu'empêche de filmer les policiers, mais qu'empêche de filmer les policiers pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a dit c'est pour notre protection. Faux, M. Darmanin avait proposé 12 mois de prison maximum. Une personne qui a fait ça l'année dernière, en 2019, donc maintenant il y a quasiment 2 ans, novembre 2019, a été sanctionné à 17 mois de prison. Donc 5 mois de mieux que ce que M. Darmanin propose pour nous protéger. Donc c'est juste du foutage de gueule. Et la deuxième chose de cette loi, c'est qu'aussi les policiers en interne, il y a beaucoup d'affaires qui sont sorties de harcèlement moral, d'agression sexuelle également, en interne dans la police, de cas de racisme, et parce que les gens ont fait des enregistrements en interne pour se protéger. Et ça, demain, ce ne sera plus possible. Donc à partir de là, même la protection des policiers, vu que l'institution n'est pas capable de faire le ménage, de faire des enquêtes, etc., pour protéger les policiers en interne de quelques comportements déviants, qui sont donc à l'inverse protégés, du coup, tout ça n'est plus possible en interne. Donc plutôt que de s'épuiser et de finir cartonné dans tous les sens, on continue de l'extérieur. J'ai écouté ton interview sur Thinkerview, et à la suite aussi de celle de Cédric Héroux, qui avait fait sur Thinkerview. En écoutant cette interview, on voit que de nombreuses reprises, les policiers ne respectent pas toujours la loi. À qui la faute? Alors la faute, c'est la question, effectivement, est bien, parce que du coup, même récemment, j'ai pu, grâce à différents débats, évoluer sur ma position. Au début, je me disais, il y a une minorité de policiers qui jettent l'opprobre sur toute la police nationale. C'est scandaleux. Et c'est même pas ça le problème. Le problème est beaucoup plus profond, c'est les politiques qui nous dirigent et les gens qui dirigent la police nationale, qui sont les plus dangereux et qui jettent et qui permettent ces dérapages. Parce qu'au final, si ces dérapages étaient sanctionnés, un policier commet une faute, il est sanctionné. L'institution n'est pas pénalisée, il n'y a pas de l'amalgame possible. Aujourd'hui, le fait, c'est que c'est ces comportements ne soient pas sanctionnés qui jettent l'amalgame et l'huile sur le feu et qui creusent un fossé entre policiers et citoyens. Donc la faute, très clairement, à nos politiques, qui instrumentalisent la police, qui ne sanctionnent pas les comportements déviants et qui envoient en discipline les personnes qui veulent dénoncer ces dysfonctionnements. D'ailleurs, Mediapart avait fait une étude sur les cas de dossiers de discipline qui arrivaient à l'IGPN, 5% pour les violences policières, après pour des jauges annexes de trafic de stupes, et puis une bonne partie aussi également d'atteinte de loyauté envers ses chefs et de choses comme ça, qui sont juste des règlements de compte internes pour faire taire les policiers. Donc effectivement, voilà, nous sommes sur un rôle politique, et c'est le rôle des politiques. Si jamais la police était nettoyée et que ce ne serait pas les écuries d'Augias, on n'en serait pas là, car bien heureusement, il y a une majorité de policiers qui fait correctement son travail. Je vous rappelle qu'il y a 150 000 policiers en France, un peu moins de 150 000, mais 149 000 quelque chose. Mais si jamais la moitié dérapait et était complètement en roue libre, le climat serait invivable. Heureusement qu'il y a des gens qui résistent de façon, sans faire d'esclandre, qui font au mieux avec leur conscience. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'un policier doit faire le choix entre sa conscience personnelle et la loi et des ordres illégaux. Et au bout d'un moment, c'est très compliqué. Donc, c'est les gens qui donnent ces ordres illégaux et ceux qui permettent de les couvrir parce qu'il n'y a pas de sanction. Mais qu'est-ce que tu souhaites concrètement? Que les policiers se révoltent contre la politique en place? Il y a ceux qui sont corporationnistes, on les a déjà.
on les a déjà, c'est manifestations illégales, non-respect du couvre-feu, pression sur des juges comme à Tours, pression sur des élus de la République comme à Rennes. Enfin, je veux dire, ils sont déjà là, ils vont marcher sur les Champs-Élysées de façon légale, ils arrivent devant le ministère. Enfin, on a des factieux, et c'est ceux-là qui sont reçus au ministère. Donc le message envoyé par les politiques est dit « Je soutiens ces policiers qui commettent des actions contraires aux valeurs de la République ». On peut avoir un débat idéologique sur la police, il y a des règles à respecter, on est policier, le minimum, c'est l'exemplarité et le respect des lois. On est d'accord, on n'est pas d'accord, il y a des moyens d'action. Quand Vigie déclare une manifestation, on fait une déclaration, on attend les retours et ça s'organise de façon légale et cadrée et on a le droit de manifester. Et j'en veux pour preuve qu'il y a une complaisance des pouvoirs publics sur ces factieux, c'est que quand les policiers sont descendus spontanément dans la rue en 2016 suite à l'attentat, enfin pas l'attentat, aux 2 policiers qui ont cramé à Viry-Châtillon dans leur voiture, parce qu'ils surveillaient une caméra de surveillance qui elle-même surveillait le trafic de stupes. Je veux dire, on est instrumentalisé au service de la machine. Ce jour-là, les policiers étaient en colère et sont descendus spontanément dans la rue. Ils ont voulu aller voir leur ministre de l'Intérieur, place Beauvau, M. Cazeneuve. On n'a jamais pu y aller. Donc là, si des syndicats comme Alliance avec trompette et tambour, l'UNSA, Unité GP et tout cela peuvent aller défiler où ils veulent, défier la justice, les élus de la République, c'est qu'il y a une caution du pouvoir politique et de M. Darmanin. Donc voilà. Mais dans quel intérêt ils passent toutes les réformes qu'ils veulent derrière. Après, deuxième intérêt, le responsable d'unité SGP, je rappelle que même là, ils sont tellement forts que c'est le syndicat du parti. Le secrétaire général est adhérent de la République En Marche, s'en est pas caché. Et Emmanuel Macron a même court-circuité le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, pour lui écrire directement, pour lui proposer le Beauvau de la sécurité à un syndicat de police parce que c'est son copain. Je veux dire, on est dans un monde lunaire. Même la parité syndicale, qui d'habitude, on dit, ils se mettent... On a averti les syndicats majoritaires ou représentatifs. Là, même pas. C'est Macron qui a dit « je parle juste à mon copain et je court-circuite même le ministre de l'Intérieur ». Donc on est encore sur un autre point, c'est que là, il y a les factieux, il y a aussi ceux qui sont du parti. Voilà. Et dans les endroits où il y a des partis uniques, ça ne s'est pas forcément bien passé au niveau des institutions républicaines et démocratiques. Après, chacun jugera et il ouvrira ses livres d'histoire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre modèle sur les démocraties européennes. Les démocraties européennes ont des organes de contrôle de leur police indépendants. C'est-à-dire qu'ils ont des moyens d'enquête et des moyens de sanction et des moyens d'audit. Justement, j'allais venir. Est-ce que le problème, c'est pas l'IGPN aussi? C'est le premier domino. C'est pas le problème, mais en tous les cas, ça permettrait d'ouvrir sur tous les autres problèmes, en fait, et d'en régler une bonne partie. J'ai pu discuter avec des collègues anglais qui ont un organe de contrôle indépendant, qui n'est pas forcément parfait, mais qui a permis 3 pistes et qui sont dans les attributions de l'IGPN aujourd'hui. Première piste, aujourd'hui, l'IGPN est opaque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transparence. Pourtant, la France a signé un code de police éthique européen en 2001 qui a dit que la police n'a pas le droit d'enquêter sur elle-même, parce que même si les policiers étaient très objectifs, etc., il y aurait toujours de la suspicion sur leurs enquêtes. La suspicion n'est pas tolérable dans une démocratie. Nous sommes la seule démocratie européenne à avoir ce système de fonctionnement et à vouloir le garder. Donc en Angleterre, ils ont dit, voilà, on va avoir un contrôle indépendant. Donc première chose, quand il y a des policiers sanctionnés, c'est un organe indépendant. Il n'y a pas de pression sur l'enquête. Donc ce qui veut dire qu'en France, il faut savoir que les enquêtes sont faites par des policiers, la hiérarchie de l'IGPN est nommée par le ministre, nommée par le directeur, ce qui fait qu'en général, c'est toujours un lampiste qui prend, ou éventuellement un commissaire qui a des plus, il y a un commissaire qui est sanctionné. J'en veux plusieurs preuves. 2 exemples. L'affaire Steve Catsino à Nantes, ce jeune homme qui, lors de la fête de la musique, s'est fait pousser dans la Loire et en est mort. Quand c'est l'enquête IGPN, donc couverte par la police, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Même le commandant de CRS qui avait dit que ça ne se faisait pas, c'était contre-productif, son rapport a été annexé en dernière page du dossier en espérant que personne ne le trouve. Et quand c'est sous tutelle d'un magistrat et fait par la police judiciaire, curieusement, il y a des choses qui ne vont pas. Donc déjà, rien que la personne qui dirige l'enquête, les conclusions ne sont pas les mêmes. Après, il y a toujours la difficulté de se dire que des fois aussi ce que fait l'IGPN, certains juges font travailler l'IGPN pour des enquêtes internes, l'IGPN apporte à la justice les conclusions de leur choix. C'est-à-dire que ça peut être corrigé, raturé, on dit voilà la justice, voilà les résultats de l'enquête, et déjà le jugement va être orienté parce que les informations arrivant à la justice ne seront pas les bonnes. Donc ça, premier écueil qui est résolu par un contrôle indépendant, qui a plus ces pressions hiérarchiques, qui a plus toutes ces difficultés. Deuxième chose, des policiers qui veulent dénoncer des dysfonctionnements, quels qu'ils soient, améliorer le service public. Aujourd'hui, on nous dit, comme c'est des bureaucrates qui nous dirigent, pour la plupart, il n'y a plus de policiers flics ou qui faisaient la une de Paris Match, etc. pour leurs interventions. Résultat des courses, c'est pas de vague qu'il faut. Et pour pas de vague, dès qu'il y a quelqu'un qui veut dénoncer quelque chose ou améliorer quelque chose en disant je vais pas jeter l'opprobre sur la profession, je voudrais juste tiens, est-ce qu'on pourrait voir ça, est-ce qu'on pourrait améliorer ça, ce n'est pas possible, il se retrouve en conseil de discipline parce qu'il a manqué de loyauté envers son chef. Il a porté atteinte au crédit au nom de la police nationale. J'aime beaucoup le crédit au nom de la police nationale, y compris dans sa vie privée, parce que c'est une transposition quasiment copier-coller du statut général de la fonction publique de Vichy de 1941, article 5, voilà, où ils avaient compris comment museler les fonctionnaires à l'époque. Donc autant les références, donc ça c'est Monsieur Valls 2014. Donc résultat des courses, le fait que si jamais c'est plus les commissaires ou les chefs de service qui disent attends, si t'es pas sage, moi je t'envoie à l'IGPN, je l'appelle, c'est un copain.
Il va te sanctionner, l'enquête est déjà faite, et puis derrière, conseil de discipline, on s'arrange, t'es mort. Mais du coup, en Angleterre, ça se passe pas comme ça. C'est des gens indépendants qui regardent, donc ils vont amener les faits, voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait, voilà, est-ce que c'était utile de l'ouvrir, est-ce que c'était pas Depuis utile. quand en Angleterre, c'est comme ça? J'ai pas la date, je sais qu'en 2012 c'était le cas parce qu'ils ont fait un retour d'expérience sur ce qui se passait, et les autres pays d'Europe, je sais plus, il y a toute une page, il y a le comité de paix en Belgique, en Danemark, je sais plus aussi, voilà, il y a différents modèles qui fonctionnent, et la France est l'exception. J'ai pas les dates, mais elles sont facilement retrouvables sur Internet. Je veux savoir si c'était assez récent ou pas. Puis, au moins 2012, parce qu'en fait l'Angleterre, voilà, c'est le troisième point, et je sais que c'est 2012 pour avoir discuté avec mes collègues, mais c'est sûrement antérieur. Ils ont eu des émeutes dans les banlieues et ils ont agi directement. Et en France, l'IGPN a un rôle d'audit pour l'amélioration du service public. Le problème, c'est que c'est des commissaires qui sont copains entre eux, et il n'y en a pas un qui va dire à l'autre ce que tu as fait, c'est nul. Parce que le lendemain, les rôles peuvent être inversés dans leur carrière, et du coup, toi, c'est nul, je vais me venger, donc ta carrière, bing. Donc, c'est en France, tout va bien. Le rôle d'audit, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Voire même, des fois, le commissaire fait ce qu'il veut, et puis après, le GPN dit c'est pas bien, en fait, mais c'est trop tard, on a fait un petit truc, et c'est quand même fait. Ce qui se passe en Angleterre, du coup, ils ont fait un retour d'expérience. Ils ont dit, voilà, 2012, les émeutes, qu'est-ce qu'on en retient? Et qu'est-ce qu'on a été pris de court? C'était nouveau. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Ça a marché. On garde. Ça n'a pas marché. Bon, du coup, on recommence pas, on présente nos excuses et on essaye de faire mieux. Troisième point, ça, on savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a une analyse et surtout comment on fait pour que la prochaine fois, ça se passe mieux si ça se reproduit ou des situations similaires. En France, c'est circuler. Tout va bien. Avec quelque chose de même plus grave, c'est que c'est même institutionnalisé en dehors de l'IGPN, c'est que les notes de service des commissaires de police se concluent par si vous voyez me faire remonter tout dysfonctionnement dans l'application de la presse ordonnante. Donc un copain commissaire m'a dit, je te traduis ça en français, ça veut dire, moi j'ai donné les ordres, maintenant si jamais il y a un problème et que vous me le remontez, c'est que vous qui êtes nul, et si vous ne me remontez rien, c'est que tout va bien. Donc je peux dire à mon supérieur hiérarchique, au ministre ou à la presse, que moi j'ai donné une note de service et que tout va bien parce que je n'ai pas de retour dessus qui m'indique le contraire. En Angleterre, en fait, ce qui se passe, c'est quand un chef de service donne des ordres, il va vérifier que c'est bien appliqué. Parce que c'est lui qui a donné l'ordre, donc c'est à lui de vérifier. Et il ne peut pas jeter la responsabilité sur son subordonné. Donc le fait que ce soit un contrôle indépendant dans un audit indépendant a permis de régler pas mal de problèmes. Et à partir de là, la majorité des policiers qui aujourd'hui se taisent de peur des répressions, de peur des sanctions, de peur tout ça, pourraient parler. Les autres qui sont couverts par leur hiérarchie pour des raisons politiques, des raisons qu'il faut, ils seraient plus couverts. Voilà, et on serait plus en fait avec un IGPN qui cherche à faire plaisir et qui cherche à complaire à la communication politique, parce que malheureusement l'IGPN, quand il y a besoin de sacrifier un policier qui soit coupable ou pas, il sera sacrifié, quand il y a besoin d'en sauver un qui soit coupable ou innocent, il sera sauvé aussi. Donc on est dans quelque chose de la communication, de la propagande, et c'est très très grave. Déjà, rien qu'un point de vue de justice pour les policiers, s'ils ont commis une faute et qu'ils ne sont pas sanctionnés, bon, limite tant mieux pour eux, ils sont passés entre les mailles du filet, mais à l'inverse, il a rien commis, il est sanctionné, c'est grave. Et dans tous les cas, dans les relations police-population, on est au niveau zéro, quoi. La police est-elle raciste? La police n'est pas raciste. La police, c'est une institution. Donc l'institution, il n'y a pas de texte raciste sur la police. Après, la police a des racistes, qui sont heureusement une minorité, mais il y en a. Et la vraie difficulté, une fois de plus, c'est que ces racistes ne sont pas sanctionnés. Et sont encouragés parce qu'il ne faut pas taire, il faut tout cacher, il ne faut rien dire, parce qu'il ne faut pas faire de vagues. La difficulté, une fois de plus, c'est un manque de courage politique, un manque de responsabilité politique, parce qu'on ne règle pas les problèmes qui sont minoritaires, et qui après, effectivement, à l'heure des réseaux sociaux, des enregistrements, ça se diffuse très largement, et des choses qui pouvaient... La ferme chez les éclats, notamment. Autant, mais pas que ça, parce qu'il y en a plein. On a eu nos collègues au TGI de Lille qui avaient, sur un groupe WhatsApp, tenu des propos racistes, et finalement, le collègue avait ses enregistrements, et c'est grâce à ça qu'il a pu s'en sortir. 6 mois après, ils étaient toujours en poste. Et en fait, même quand Madame Bellouba, encore garde des Sceaux à l'époque, était venue au tribunal de Rouen, ses collègues étaient dans sa garde à protéger le tribunal à côté de la ministre, et ça posait de problème à personne. C'est que quand l'affaire mince, j'oublie son nom, Floyd, aux États-Unis est sortie, qu'ils se sont occupés de convoquer les fonctionnaires qui avaient tenu les propos. Donc en fait, on est dans l'émotion médiatique et c'est tout. Et encore, si jamais il n'y avait pas eu ce genre d'enregistrement, le collègue se serait fait démonter, fin de l'histoire. On a une collègue qui avait dénoncé des faits de racisme à l'école de police et on lui a dit c'était le pot de fer contre le côté, on va te briser. Conseil de discipline à la fin du mois. Voilà, donc affaire réglée. Donc c'est ce problème de pas régler les problèmes, parce que malheureusement il y a des racistes, etc. Le problème c'est qu'on les règle pas et qu'on a l'impression du coup que ça donne une image déformée de la police nationale. Il n'y a pas plus de racistes dans la police qu'ailleurs? Il n'y en a pas plus qu'ailleurs, non. Après, la deuxième chose aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une image déformée aussi à cause de nos politiques. Monsieur Macron a dit qu'il voulait lutter contre le contrôle au faciès, par exemple, et qui donne une image éventuellement raciste de la police. Donc le problème c'est que monsieur Macron est un sacré hypocrite. Un sacré hypocrite, parce qu'il a passé donc l'état d'urgence dans la loi normale en novembre, 31 octobre ou 1er novembre 2017. Et du coup, dans cette loi, il y a marqué qu'on doit contrôler les gens sur leur type extérieur étranger.
Donc du coup, la loi l'a fait et c'est lui qui l'a écrit la loi. Sa communication n'est pas la même que dans la loi, quoi. Ben, c'est ça, lui il a légalisé le contrôle au faciès. Avant il y avait également un contrôle au faciès, pas parce que c'était dans la loi, mais parce qu'il y avait du rendement statistique sous M. Sarkozy, puis les autres n'ont pas changé les choses. Et statistiquement, on avait plus de chances d'avoir quelqu'un qui était en situation irrégulière quand il n'était pas blanc. Disons les choses très clairement. Donc là on était dans du rendement statistique, parce que si on n'avait pas le rendement, on n'avait pas la prime, on avait un blâme, on pouvait avoir des sanctions, des week-ends qui sautaient, etc. Donc on était dans du raisonnement logique, mais pareil, c'est une décision politique d'avoir mis du rendement sur la contrôle des étrangers en situation régulière. Donc au final, la police fait ce que les politiques lui disent et les politiques légalisent. Et au fur et à mesure, on tombe de plus en plus bas. Et il n'y a surtout pas de contrôle des gens qui doivent être sanctionnés. Comme le disait Guy Bedos, le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. Point. Voilà. Est-ce qu'il y a des différences entre les différents ministres de l'Intérieur? Ah ben, les différences, ils ont tous leur marque de fabrique, ils ont tous leur passage ici. Malheureusement, les différences ne sont pas forcément dans le bon sens pour les derniers. Nous avions un Christophe Castaner, par exemple, qui était là par récompense pour sa fidélité à M. Macron. Accompagné de M. Nunez. À M. Nunez qui a été récompensé pour avoir produit ce qu'il fallait quand il était à la DGSI. À un moment, il fallait produire quelque chose sur l'extrême droite. Il a produit, ah là, il y a des roseaux d'extrême droite. Finalement, 2 mois après, ça s'est dégonflé parce qu'en fait, il n'y avait rien. Mais personne n'en a parlé. Il avait fait l'effet de communication pour faire plaisir aux politiques. Voilà. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que ce soit quelqu'un comme M. Nunez qui vient de la police plutôt qu'un politique, ministère de l'Intérieur? Mais une fois de plus, c'est des hommes. Donc quel policier on veut? C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que si c'est des grands flics, etc., qui ont une expérience de terrain, qui ont une notion du service public, très bien. Si c'est un bureaucrate qui a fait toute sa carrière à diriger des services dans la préfectorale ou qui est devenu commissaire à 23 ans, qui peut être très brillant mais qui a aucune expérience de terrain, non. Et qui veut pas surtout se former sur le terrain. Donc là, c'est mauvais. Ça peut être une exception, ça peut être dans l'autre sens, ça peut être très bien. Il y avait les derniers ministres de l'Intérieur qui ont marqué les policiers, c'est Pierre Jox et Charles Pasqua. Charles Pasqua était accompagné de Pandro, qui était un flic. Et voilà, donc du coup, ça dépend de qui on a. Et du coup, quand on a un tandem de 2 récompensés pour leur bonne nuit au service plutôt que pour leurs compétences, ça ne marche pas. Voilà, donc du coup, on a vu par exemple également, comment il s'appelle, Monsieur Pechnard, qui était directeur général de la police nationale, c'était une catastrophe. Quand il était chef de la PJ, c'était très très bien. Après, il y a un niveau qui ne l'intéressait pas, il n'a pas été bon. Et à la région Île-de-France, il n'a pas brillé sur les questions de sécurité. On l'a mis là parce que justement, il avait le réseau, il avait occupé des fonctions, mais on n'a pas regardé la qualité de son travail. C'est ça qui est bien dommage. Regardons qu'est-ce qu'ont fait les gens. Donc, une fois de plus, c'est pas la qualité ou pas, c'est comment les gens s'intéressent à la matière, comment les gens travaillent la matière et quelles sont leurs compétences et pas des récompenses. Parce qu'on a eu des ministres de l'Intérieur qui se servaient de leur place pour devenir président ou augmenter pour leur carrière personnelle. On a eu M. Sarkozy, on a eu M. Chevènement. M. Darmanin essaye de faire pareil en mauvais Sarkozy, c'est-à-dire que c'est de la copie, donc c'est moins bien que l'original. Voilà, donc il n'y a que ça. Donc, et les derniers ministres de l'Intérieur, après il y en a eu des insignifiants, d'autres qui ont été là en remplacement. On a eu M. Cazeneuve qui a fait quand M. Valls se présentait. Enfin voilà, on n'a que des jokers. Et je vais donner une anecdote assez amusante. Le meilleur ministre de l'Intérieur qu'on ait eu, par exemple, sous M. Macron, c'est quand M. Édouard Philippe a assuré l'intérim pendant 3 semaines. Donc je veux dire, on en est là. Donc voilà, parce que là, il n'y a pas eu de décision, il n'y a pas eu de pression, il n'était pas en train de réfléchir à autre chose. Et les derniers grands ministres de l'Intérieur, donc ça a été Pierre Jox, qui a donné les moyens à la police de travailler, qui a donné des conditions, et dignes de travail, et Charles Pasqua, parce que quoi qu'il ait fait à côté, qu'on pense du personnage, je parle en tant que ministre de l'Intérieur, son premier discours a été « Je vais faire que les policiers soient bien dans leur travail, je vais faire que les Français les aiment, parce qu'ils font un travail nécessaire et utile ». Voilà, et c'est quelqu'un qui était politique, parce que quand il y a eu les voltigeurs, il y a eu un mort avec la mort de Malik Osekim. Sa décision derrière a été de dire, on a fait quelque chose, ça n'a pas marché, on les dissout. Et je vais présenter mes excuses à la famille. Les nouveaux ministres de l'Intérieur, M. Darmanin ou M. Castaner, il n'y a pas de mort de la police, ça n'existe pas, c'est des Jedi de Star Wars, vous ne les avez pas vus. Mais voilà, du coup, tout le monde les voit sauf eux, donc au bout d'un, ça ne marche pas. Faut leur dire que voilà, Obi-Wan Kenobi, c'est pas dans la vraie vie. Et résultat des courses, à côté de ça, il n'y a pas d'excuser la famille, en fait. Et on a recréé les voltigeurs sous le nom de Brave M. Donc on reprend les mauvais trucs avec les mauvaises expériences. Donc en fait, on n'est même plus dans la police à se dire comment on va améliorer le service. On va reprendre des expériences désastreuses qui ont été annulées par quelqu'un qu'on ne pourra pas taxer de laxisme. Monsieur Pasqua, on peut lui reprocher plein de choses, mais le laxisme, c'était pas... Toute personne est d'accord pour dire que voilà. Donc si lui a fait cette décision, c'est quelqu'un qui est politique. Donc voilà. Et après, il y a aussi des fois un rôle pédagogique. Je reprends, c'est une anecdote aussi qu'avait donné Jean-Pierre Chevènement, qui était un bon ministre de l'Intérieur, mais qui avait aussi des visées présidentielles derrière. Il avait réuni dans une salle des gens d'associations comme ATA, comme la Ligue des droits de l'homme, et puis il leur avait posé la question. Il leur avait dit, écoutez, vous êtes pour le progrès social, vous militez pour des nouvelles lois, pour le progrès, l'humanisme, etc. Tout le monde a dit oui, exactement, c'est pour ça qu'on est là. Il leur a dit une fois que si jamais vos lois sont votées, qui c'est qui va les faire appliquer? Et là, il y a eu un grand silence dans la salle.
Et elle dit, bah voilà, donc c'est bien de réfléchir à comment on fait les lois, comment on réfléchit idéologiquement, théoriquement, comment ça se passe, mais après il y a la vraie vie. Et la vraie vie, il y a besoin de la police. Donc je sais que parmi vous, il y en a qui n'aiment pas la police. Maintenant, la vraie question, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait de la police? Parce que même vous, vous en aurez besoin. Parce qu'il y aura toujours des gens qui ne voudront pas respecter de vivre ensemble. Voilà, donc les ministres de l'Intérieur ont tous leur Mac, tous leurs pattes. Puis après, il y a tous les insignifiants ministres de l'Intérieur qui étaient là parce qu'on ne savait pas qui mettre, dont personne ne se souvient à l'heure actuelle. Les violences policières contre les gilets jaunes, c'était une nécessité ou on l'a fait par prévention? C'était une volonté politique. Non, parce que voilà, une nécessité, non. Et comment on le vit aussi quand on était dans la police? Ben, déjà, il n'y a pas de nécessité d'aller fracasser des gens par délit d'opinion. Hein. Voilà, la France, normalement, il y a la liberté de manifestation, il y a la garantie de sécurité quand on se balade sur la voie publique, donc il n'y a pas de nécessité d'aller cartonner les gens. La deuxième chose également, c'est été organisé. Ça a été organisé parce qu'il n'y avait pas de nécessité de le faire, en tous les cas d'un point de vue maintien de l'ordre. D'un point de vue politique, je laisserai un jour, si vous avez l'occasion, interroger les politiques qui ont donné ces décisions et qui ont pris ces décisions. Mais sur le maintien de l'ordre, en fait, quand les manifestations se passent bien, je vais donner une anecdote d'un collègue CRS, il m'a dit, c'est quand je peux rester sur mon bouclier, je regarde défiler les manifestants, et que le soir, je rentre sans avoir eu à intervenir. Parce que, je n'ai pas intervenu, donc du coup, je ne me suis pas mis en danger. Je suis sûr de ne pas avoir fait de faute professionnelle, parce que j'ai blessé personne. Et le soir, je rentre à l'heure, parce qu'en fait, moi, mon but dans la vie, c'est pas d'être CRS à l'écolier du manifestant, c'est d'aller profiter de ma famille quand j'ai fait mon travail. Donc du coup, résultat des courses, voilà. Et c'est pas comme ça qu'on a utilisé. Le mouvement des Gilets jaunes avait bien commencé, était plutôt pacifique, mais c'est fait depuis malheureusement des années qu'on laisse des gens s'infiltrer dans la manifestation, quelle qu'elle soit, pour mettre le bazar, parce que du coup, ça évite aux politiques de répondre au problème de fond qui est posé, et leur réponse c'est on n'a pas de réponse, donc plutôt de ça on va faire des images chocs en envoyant la violence, et après on dit regardez, vous avez vu, mais du coup on n'a pas répondu à la question en fait. Normalement le rôle de la police c'est de permettre le débat public, qui aujourd'hui est confisqué par nos politiques. La réponse au débat public c'est on va vous taper dessus très fort. Donc du coup, voilà. Donc non, il n'y avait pas d'utilité d'un point de vue maintien de l'ordre, il n'y avait pas d'un point de vue non plus des défenses de la République. Donc on est sur quelque chose de volonté politique. Très clairement, il y avait quelque chose en plus, une instrumentalisation des policiers sur le terrain, parce que sur un maintien de l'ordre, les policiers ne savent pas ce qu'ils font en fait. Enfin, ils ont des ordres, on dit vous bloquez telle rue, vous tirez à tel endroit, ils agissent sur ordre, à part quelques unités comme les BAC ou des choses comme ça qui sont dans la manifestation, mais qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre et qui ne devraient pas être là. Même les collègues CRS nous disent nous, on ne va pas faire de l'interpellation sur du trafic de stupes, c'est pas notre rôle. Chacun son métier. Donc c'est dommage que des dirigeants et des directeurs nous les envoient parce que ça met le bazar. Pas parce qu'ils veulent le mettre, mais parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas formés, et parce que c'est pas leur place en fait. Donc résultat des courses, ça engendre des violences, ça engendre des débordements. Et après, il y a aussi ce rôle de l'IGPN, une fois de plus, qui fait tout sauf de la pédagogie. Depuis que 2 ans, je crois, ou peut-être 3, mais un an après, je peux me tromper, l'IGPN compte le nombre de morts par la police. Voilà, ils disent qu'il y a eu tant de morts cette année tués par la police. Le vrai problème de ce décompte, c'est que ça aurait pu être intéressant s'il y avait eu un rôle pédagogique. En disant, par exemple, on a abattu tel terroriste, mais si on ne l'avait pas abattu, il aurait pu continuer son carnage, faire un massacre, etc. Mais dans la même case de nombre de morts, on a Cédric Chouviat, qui est mort étouffé, ou Cédric, etc. Donc en fait, ils disent, il y a tant de morts. Résultat des courses, toutes les idéologies les plus extrêmes s'emparent de ces chiffres pour leur faire dire ce qu'ils veulent. Vous avez vu, il y a eu tant de morts par la police, c'est une honte. On ne peut pas faire une catégorie du type de mort. Après, il faudrait le faire, mais enfin si, on pourrait dire là, en fait, la catégorie, c'est pas une catégorie, c'est de dire là, il y a une faute professionnelle de la police, il y a eu quelqu'un qui est mort ou un usage illégal de la force, parce qu'on est sur un cadre légal d'utilisation de la force, donc on dit là, tout cela, il y en a tant, et là, il y a eu des morts de la police ou des blessés ou des mutilés, mais parce que voilà, le cadre légal, il n'y avait pas raison, et donc c'est se baser sur la loi et de faire la distinction entre les deux, parce que là, du coup, on est en train de dire, les gens qui n'aiment pas la police ou qui veulent justifier que la police est très violente et tue des gens, ils vont prendre le chiffre global. Et ceux qui veulent défendre la police, ils vont dire, vous avez vu, il y a des morts, mais c'est parce qu'ils ont abattu des terroristes. Donc en fait, il y a ce côté d'hystérisation du truc pour pas régler le problème de fond. Et même les institutions de la République, donc l'IGPN qui est en charge de produire ce dossier, le fait et y participe. Donc à partir de là, voilà, on est sur quelque chose de complètement fou. Parce que par exemple, le terme violence policière, pour revenir au début de la question, c'est un terme fourre-tout. Le terme violence policière, c'est un terme médiatique qu'on comprend les choses, mais malheureusement, c'est pas précis. Il y a le terme donc usage. Il n'y a pas de violence policière en France. C'est pas ça. C'est qu'il y a dans les violences policières, ça recouvre plusieurs choses. En fait, il y a des violences policières, oui, mais des violences policières usées dans un cadre légal parce qu'on a besoin d'utiliser et celles qui sont illégales. Et en fait, c'est cette distinction pédagogique qui n'est pas faite et qui serait nécessaire en disant voilà ou alors qu'on dise tout de suite les violences policières sont que dans la catégorie on pense derrière que c'est illégal et c'est légitime, très bien, mais disons-le clairement, voilà, qu'il y a un respect ou pas de la loi. Et c'est là la différence. Et si on reste sur un terme fourre-tout, on arrive à la même chose que le nombre de morts avec des choses qui n'ont rien à voir. On additionne des carottes et des radis. Et puis finalement, on nous dit qu'il y en a tant. Ben oui, mais sauf qu'on ne parle pas de la même chose. Et c'est important qu'on dénature le débat
en changeant les mots et en les lissant pour que ce soit global et que finalement la globalité et les amalgames ne profitent qu'aux extrêmes et pas du tout au débat pour chercher des solutions aux problèmes. Ok. Donc on va terminer cet épisode d'œil pour œil par 2 questions. La première question, c'est qui souhaiteriez-vous voir à votre place qu'on invite pour un prochain épisode de ce type d'interview? Il y a tellement de monde, mais je vais dire une personne en particulier. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà invitée ou pas, j'ai pas regardé tout l'historique. Elle s'appelle, alors je vais avoir un trou de mémoire. Si voilà, elle s'appelle Céline Alvarez. C'est celle qui a écrit des non, on livres, l'a pas reçue. voilà, sur l'éducation, sur comment on peut faire pour justement améliorer l'éducation des enfants et pas faire un gâchis de leur intelligence par du travail collectif, du travail de coopération et du travail comme ça. Elle avait fait des expériences qu'évidemment le gouvernement français a annulé parce que s'il y avait trop de résultats positifs et ça permet 2 choses et pourquoi je trouve que c'est important que son discours se développe, c'est parce que quand on forme les gens correctement dès l'enfance en les encourageant dans l'intelligence, ça fait des citoyens engagés qui peuvent débattre, ça fait moins de délinquance parce que les gens sont formés, ça renforce le vivre ensemble et je pense qu'il y a un rôle très important de l'école aujourd'hui qui est dévoyé aussi parce que on ne développe pas l'intelligence des enfants, on ne leur fait pas confiance, on veut les faire rentrer dans des cases. Et comme elle avait dit, c'est on fait rentrer les enfants à l'école par année de naissance comme des produits étiquetés qui sortent de l'usine. Et c'est assez dramatique, nous sommes des êtres humains, donc commençons déjà par les plus petits. Et voilà, ce serait intéressant si vous pouvez l'inviter. Céline Alvarez, si vous nous regardez. Et pour terminer, la dernière question qu'on pose à tous nos invités, qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis trace tes contours? Trace mes contours, je vais faire une blague parce que moi, trace mes contours, je vois la scène de crime en police où on est au sol avec une craie, quoi. Moi, j'aime pas les contours et les cases. Parce qu'en fait, quand on met des gens dans des cases et des contours, on s'affecte sur une étiquette et on s'arrête plus au message. On regarde que le messager. Donc j'ai envie de dire, moi, j'ai pas envie de mettre de contours, j'ai envie de rester libre pour justement m'exprimer et que les gens s'arrêtent pas en disant tiens, on va le mettre là, on va le mettre là, comme une chasse aux papillons parce qu'on l'a rentré dans une case, il peut plus en bouger. Donc son discours est bien ou est pas bien. Moi, je voudrais qu'on regarde plutôt c'est les arguments amenés sont intéressants ou pas, qu'on me contredise pour que je puisse évoluer et donc surtout pas de contours. Merci beaucoup Alexandre Langlois. Merci à vous de m'avoir invité et à toute l'équipe. Merci, c'était un vrai plaisir. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'œil pour œil. Abonnez-vous. Salut. Quand on forme les gens correctement dès l'enfance en les encourageant dans l'intelligence, ça fait des citoyens engagés qui peuvent débattre,